Les hommes en robe mettent la justice au service de la consolidation de la paix. Les cours et tribunaux s'en inspirent pour donner le ton de l'année judiciaire 2015-2016. L'audience solennelle de la rentrée des cours et tribunaux, c'était ce matin sous la houlette du président du Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. La paix, rien que la paix dans un Mali sécurisé, c'est la profonde aspiration des Maliens et des autorités. Le Premier ministre et les membres du gouvernement s'y attellent à tour de rôle. Ils rencontrent la Troïka, les partenaires techniques et financiers et les ambassadeurs accrédités au Mali pour en parler. Le Mali, il en est question à Monaco où se tient la 8e édition du Forum international Peace and Sport. La communauté mondiale des acteurs du sport et de la paix ont tous montré leur attachement à notre pays suite à cette étape douloureuse qu'il traverse. La première dame Keïta Aminata Maïga, aux côtés du prince Albert II de Monaco, disent non au terrorisme. Voilà pour le sommaire d'une édition majoritairement consacrée à la notion de paix et de sécurité. Bonsoir à tous et merci de votre présence. Ce matin, c'était la cérémonie solennelle de la rentrée des cours et tribunaux, une cérémonie présidée par le président du Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Jour de la rentrée des cours et tribunaux, certes, mais la vedette, c'est la Cour suprême dont 25 membres, conformément aux dispositions de nos textes, ont prêté serment devant le président de la République au cours d'une audience solennelle. Souri Ibrahim Keïta nous en parle. Pour solennel, la cérémonie du jour consacrée à la grande famille judiciaire l'était à plus d'un titre. Silence radio du cimetière pré-événementiel, souvenir d'attentats oblige, exécution de l'hymne national. Et voilà les nouveaux membres, ou du moins les membres pour de nouvelles fonctions à la Cour suprême. Ils sont 25 à prêter serment pour entrer en fonction. Veuillez venir à la barre et écoutez attentivement, debout et découvert, la formule du serment. Je cite: « Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, d'observer le respect du secret professionnel, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour suprême et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. » Monsieur Mamadou Sénégal, je parlerai à l'union Nakassé. Promesse de paix. Monsieur Mamadou Doumbia, Monsieur Toutou Savabé, Monsieur Sidi Keïta, Monsieur Arnaud Darou, Monsieur Duval Sissé, Monsieur Bouya Dioula, Monsieur Paul Kouaté, Monsieur Moubaye, Monsieur Moussa Témé. Nous avons toujours appris que ce sont les décisions de la Cour suprême qui servent de boussole aux juridictions inférieures. Mais nous sommes toujours vus surpris de voir que, à une même audience, pour deux affaires similaires, il s'opère un revirement de jurisprudence qui ne s'explique que par des contingences particulières. Alors, Monsieur le Président, une Cour suprême dont les décisions ne peuvent avoir une lecture linéaire inquiète. Nous sommes donc heureux à l'avance que ce parterre de magistrats de classe exceptionnelle, de connaissances universitaires certaines, changeront la donne. La confiance et l'estime ainsi placée en moi à travers cette nomination par les plus hautes autorités seront m'inspirer dans l'accomplissement de ma mission. Soyez-en vivement remerciés
Excellence, Monsieur le Président de la République, je m'engage à honorer celle-ci en posant quotidiennement des actes conformément à l'esprit et la lettre de mon serment. L'avocat général a égrené un chapelet de critères et qualités, ceux qui vont au-delà de la seule expérience vécue, pour démontrer que désormais à la Cour suprême, et grâce à une volonté politique affichée, c'est l'homme qu'il faut à la place du même nom. C'est donc parti pour cette année judiciaire 2015-2016. Le thème de l'événement, le rôle de la justice dans la consolidation de la paix. Le chef de l'État a donné quitus aux hommes en robe quant à leur indépendance et leurs conditions dignes pour l'exécution de leur travail, notamment dans le domaine de la lutte anti-corruption. On l'écoute. Je suis étonné, moi, qu'ayant superbement décrété l'année 2014, année de lutte contre la corruption, ayant de faire auprès de vous près de 200 dossiers, sinon plus, que d'autres cas soient survenus également, dont on me dit que l'instruction est achevée depuis des mois, qu'aucun de ces cas n'est prospéré jusqu'à jugement. Je m'interroge, calmement, sereinement. La justice est et sera notre œuvre à tous, dans la clarté et la transparence. Je m'honore qu'en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature, je puisse regarder chacune et chacun d'entre vous droit dans les yeux et droit dans mes bottes, n'en ayant jamais sollicité aucun pour une attention particulière à un dossier qui serait en contradiction avec mon serment. Tel est mon sens de l'honneur et de ma dignité. Telle est ma conception de mon rôle de chef de l'État. Dès lors, il vous est loisible de mener votre art avec les compétences qui vous sont reconnues et qui sont réelles. La détermination également et l'intégrité parfaite qui serait attendue de vous. Notre pays est à la croisée des chemins. Période difficile, délicate. Pourquoi nous parlons de justice transitionnelle? C'est ma transition. Les faits de l'horreur indicible ont été commis. Il n'est pas facile de pardonner, il n'est pas facile de passer, de tourner la page. Pour autant, monsieur le rapporteur, vous nous avez incliné à savoir là aussi, pardon observé, pour aller plus loin. Je voudrais encore vous rassurer du souci qui est le mien, de faire en sorte que chaque magistrat du Mali, chaque avocat du Mali, tout acteur qui concourt à la justice dans ce pays, se sente parfaitement à l'aise dans son rôle pour les magistrats. Je l'ai dit, je ne cultiverai jamais la démagogie, j'en sais le ridicule. Et j'ai peur de ridicule. Tout homme qui a un temps soit peu souci de culture s'en détourne comme de la peste. Elle fait de vous un idiot heureux. Ce que je repose de toutes mes forces. Donc pas de démagogie. Simple conviction que quand je vais quelque part, que je vois le triste état d'un palais de justice, j'ai mal. Je me dis, sommes-nous un État? Sommes-nous dignes du nom d'État? Serons-nous encore des proto-États comme certains analystes l'ont dit? Insulte pour beaucoup d'entre nous,
si nous sommes un État, cela passe par faire en sorte que tous les lieux de pouvoir incarnent l'État, sa solennité, sa puissance, son autorité. Autre point évoqué lors de cette rentrée solennelle des cours et tribunaux, la question de la paix et de la réconciliation. On écoute le chef de l'État. Nous avons, conformément à l'accord de paix et pour la réconciliation au Mali, mis en place une commission vérité, justice et réconciliation. Chaque terme a son sens. Nous n'employons pas de substantif pour un bonheur esthétique, mais dans ces termes célégiaires, le plus important pour moi, c'est la justice. Il ne saurait y avoir de paix, encore moins de réconciliation, sans justice. Cela est inconcevable. Dès lors, la phase où nous sommes est une phase où vous aurez les unes, les uns et les autres à exercer votre art avec discernement, avec rigueur, avec compétence, toujours, pour que notre pays gagne la paix, gagne le combat de la paix, mais gagne surtout le combat de la justice. Quand tous ceux ayant droit auront été remis dans leurs droits. Cela est requis, cela est incontournable. Et vous avez fort opportunément rappelé des événements récents, notamment en l'hôtel Radisson Blu. Et je voudrais féliciter le pôle chargé de la lutte antiterroriste. Il est récent, mais fait montre déjà d'expérience avérée. Nos forces spéciales, en dépit de tout ce qui a pu se dire et qui se dit allègrement, il faut bien que la partie politicienne joue son rôle, mais gens de devoir, nous savons le là, on ne nous l'apprend pas. Et tout le monde a fait le constat de la montée en puissance de ces forces spéciales depuis ce hôtel de Sévéré, la terrasse et le Radisson, où nous aurions pu avoir un carnage inouï. Car l'objectif était de tuer tous ceux qui portaient vie, comme je l'ai dit, en l'hôtel. À retrouver le reportage complet de cette cérémonie de rentrée solennelle des cours et tribunaux dans nos éditions de demain avec Souri Ibrahima Keïta. Et nous avons ce communiqué, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, convie en réunion demain, vendredi 27 novembre 2015, dans la salle de conférence de la Direction nationale de l'administration de la justice à Banakabougou, les chefs de juridiction et de parquet de 9h à 11h, procureurs généraux et procureurs de la République, de 15h à 17h, premier président des cours d'appel, président des tribunaux, président des chambres d'accusation, président des tribunaux administratifs et commissaire du gouvernement. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Où en sommes-nous des derniers événements survenus dans notre pays? Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire? Surtout, comment renforcer davantage la sécurité? Voilà quelques questions soulevées lors de la rencontre du Premier ministre Modibo Keïta avec la Troïka, les partenaires techniques et financiers PTF, qui n'ont pas manqué de réaffirmer leur soutien à notre pays pour venir à bout du terrorisme. Le point avec Khadija Toukouli.
Le chef du gouvernement a rencontré la Troïka plusieurs fois. Des réunions qui permettent au gouvernement et ses partenaires d'échanger sur des questions d'intérêt commun. Celle de ce jeudi portait essentiellement sur la problématique de la sécurité au Mali. Modibo Keïta et ses interlocuteurs ont longuement discuté afin de trouver des solutions idoines. Ça a été l'occasion pour les partenaires techniques et financiers de redire leur disponibilité pour aider le Mali. On a pu noter tous la rapidité, l'efficacité des forces spéciales maliennes qui ont fait un travail extraordinaire et la direction remarquable par le ministre de la Sécurité de toutes ces opérations. On a pu remarquer tout ça. Cette armée malienne, d'abord, elle ne ressemble plus du tout à l'armée d'il y a ne serait-ce que 2 ans. C'est une armée qui est efficace maintenant, c'est une armée qui est entraînée, qui est formée, qui est dirigée. Et quant à la police et la gendarmerie malienne, on voit bien la montée en puissance. Franchement, le travail du PIGN a été exceptionnel. Donc, raison de plus pour aider nos frères et amis maliens, raison de plus pour aider tous ces soldats qui ont fait preuve de beaucoup de courage. Et donc, moi, ce qu'on a dit modestement au ministre de la Sécurité, c'est quels sont vos besoins, tout simplement. Comment est-ce qu'on peut aider? Quels sont vos besoins? C'est vrai que la forte progression de l'armée malienne, elle a été largement aidée par EUTM, par la MINUSMA, mais beaucoup par EUTM. Et donc, il n'y a pas de raison que la RSS, cette revue générale de sécurité, et puis ce que décidera le Mali, il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas accompagné, bien au contraire, par la communauté internationale. Vous savez, le danger est le même. L'ennemi est le même et donc il faut nous unir. En plus de la sécurité, d'autres sujets ont été abordés, à savoir la gestion des finances publiques et le partenariat public-privé. L'idée bien sûr c'est que au-delà des budgets des États qui sont forcément limités, il existe d'autres solutions. C'est le partenariat public-privé où à la fois la puissance publique et les opérateurs privés se mettent ensemble pour réaliser un projet qui, en général, est un grand projet d'infrastructure. Au nom de tous les partenaires, Jules Huberson a rendu un hommage aux victimes de l'attentat du 20 novembre de l'hôtel Radisson. Le ministre des Affaires étrangères monte lui aussi au créneau. Abdoulaye Diop a tenu ce matin une rencontre avec les ambassadeurs accrédités au Mali. Objectif, faire le point de la situation sécuritaire et l'état d'évaluation des enquêtes suite à l'attaque terroriste de vendredi dernier. Daouda Siliki Diarra, reportage. D'urgence au ministère des Affaires étrangères. La diplomatie malienne reste toujours active après l'attentat meurtrier du vendredi dernier contre l'hôtel Radisson. 3 ministres étaient face au corps diplomatique à huis clos ce jeudi pour leur expliquer la situation sécuritaire de notre pays et l'état d'évolution des enquêtes. On a procédé à un échange de vues, comme ils viennent de vous dire, dans un esprit très franc et ouvert. Sur tous les problèmes qu'a occasionné cette attaque de vendredi dernier. On a été informé sur la création d'une cellule de crise du gouvernement, sur un point focal au ministère des Affaires étrangères. Et un certain nombre d'informations très utiles ont été fournies par le ministre de la Sécurité. C'était vraiment un bon échange de vues pour éviter ce genre de situation à l'avenir et pour gérer éventuellement si ça devait se produire, ce que nous ne souhaitons nullement. C'est pourquoi la sécurité sera fortement renforcée dans tous les hôtels. Des enseignements sont attirés de cette rencontre car aucun pays n'est à l'abri des attaques de ce genre. Il faut donc une synergie d'action. Nous en sommes partis avec quelques éléments réconfortants. D'abord, les partenaires ont salué la rapidité de la réaction des forces maliennes, le leadership dont a fait preuve le ministère de la Sécurité et l'ensemble des forces de sécurité pour la gestion de cette crise, ce qui a permis de sauver des vies humaines, mais aussi ils ont salué l'engagement des autorités de façon générale pour la gestion de cette crise et notre ouverture pour partager toutes les informations. Et nous en sommes aussi partis avec un engagement plus fort de nos amis étrangers de continuer à vivre avec nous, de continuer à apporter leur appui au pays et à renforcer l'appui en particulier dans le domaine de la défense. Les discussions que nous avons eues nous ont permis de rassurer nos partenaires, de leur présenter nos condoléances,
de leur dire combien nous sommes touchés, nous-mêmes, par ce qui leur est arrivé. Nous ressentons la même chose que les familles et les pays qui ont perdu des parents et des citoyens dans cette crise. Les enquêtes suivent leur cours et les soutiens des partenaires ne faiblissent pas. Les enquêtes progressent bien, Vous savez, comme c'est des enquêtes qui sont très sensibles, donc on va éviter d'en dire beaucoup plus maintenant pour ne pas compromettre certaines de nos sources. Mais nous bénéficions également de l'accompagnement de toute la communauté internationale avec des moyens techniques de dernière génération. Et nous avons également déjà procédé à quelques interpellations. Auparavant, une minute de silence a été observée en la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie dans le monde entier suite à des attaques terroristes. Suite donc à l'attaque terroriste de l'hôtel Radisson Blu de Bamako, l'ambassadeur du Mali à Ankara, Birahim Soumaré, a accordé des interviews à des chaînes de télévision turques pour expliquer l'évolution de l'événement. L'ambassadeur a aussi ouvert un livre de condoléances dans lequel plusieurs autorités nationales turques, les missions diplomatiques et consulaires accréditées en Turquie et les opérateurs économiques ont tour à tour présenté leurs condoléances au gouvernement et au peuple malien. L'ambassadeur du Mali à Ankara, Birahim Soumaré, qui a accordé des interviews à des chaînes de télévision turques pour expliquer l'évolution de l'événement. De la sécurité et de la protection civile, lui, était devant les élus de la nation. Le colonel-major Salif Traoré devait répondre aux interrogations du député élu en commune 2 du district de Bamako, Karim Keïta. Interrogations basées essentiellement sur l'attaque terroriste contre l'hôtel Radisson Blu et surtout la stratégie mise en place par le gouvernement pour faire face au terrorisme. Et retour sur cette séance de questions orales avec Brahma Traoré. Le député Karim Keïta a posé une quinzaine de questions au ministre en charge de la sécurité, le colonel-major Salif Traoré. L'élu en commune du district de Bamako a d'abord voulu savoir ce qui s'est réellement passé ce 20 novembre 2015 à l'hôtel Radisson Blu. Raison invoquée, l'attaque terroriste contre cet établissement hôtelier fait l'objet de beaucoup d'interprétations. Sur le bilan, par exemple, certaines sources évoquent une vingtaine de victimes, d'autres une trentaine. Éclairage du ministre Salif Traoré. Malheureusement, il y a eu en tout donc 20 victimes plus les 2 terroristes. En termes de blessés, nous en avons enregistré 9, dont 3 policiers légèrement et 2 gendarmes. Aucun blessé n'a de pronostic vital engagé. Le Mali est-il doté d'une stratégie et surtout d'un plan d'action concrète pour lutter contre le terrorisme? La réponse du ministre de la Sécurité est affirmative. Le colonel-major Salif Traoré va plus loin en détaillant la dite stratégie. Et cette stratégie prévoit 3 fonctions stratégiques, en particulier l'anticipation, la protection et l'intervention. L'anticipation, c'est juste tout ce qu'il faut chercher comme information transformée en renseignement et qui permettent aux forces d'agir pour empêcher des choses. La protection et l'intervention se rejoignent parce que quand il y a un événement comme ce fut le cas l'autre jour, l'objectif c'est de protéger les Maliens et leurs biens et d'intervenir pour mettre un terme à ce qui peut causer cette rupture. Le député élu en commune 2 juge aussi insuffisante la communication du gouvernement sur le terrorisme. Pourtant, un minimum d'information garantirait un sentiment de sécurité et d'appropriation de la question selon Karim Keïta. Le ministre Salif Traoré dit prendre acte. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous avons mis en place des centres de communication et nous sommes en train de tisser vraiment un partenariat avec la presse pour pouvoir informer vous-même, le reste de la population, la communauté internationale sur ce qui se passe chez nous. Et à chaque fois, on vous donnera l'information tant qu'elle ne compromet pas une enquête en cours. Je remercie le ministre pour ses réponses. Je crois que moi, à mon niveau personnel, j'ai été plus qu'édifié. Je tiens, Monsieur le Président, à féliciter nos forces de défense et de sécurité pour leur bravoure. Et Monsieur le Ministre, nous sommes aussi fiers de vous. Votre promptitude et le fait que vous ayez été vous-même en personne sur le terrain, nous en sommes très fiers. Monsieur le Président,
Je n'ai pas d'autres questions. Une séance de questions orales censée durer 60 minutes s'achève ainsi. Le ministre de la Sécurité et les députés élus en commune D se sont donc compris. Merci Bourama Traoré. Et nous avons ce communiqué de l'Assemblée nationale le mercredi 25 novembre 2015. Le bureau de l'Assemblée nationale élargi au président de groupes parlementaires et de commissions à une séance d'échange avec les ministres de l'administration territoriale, de la sécurité et de la protection civile, de la justice, de la garde des Sceaux, de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Ont également pris part à la réunion le gouverneur du district de Bamako et le procureur du pôle spécialisé de la lutte antiterroriste. Les échanges ont porté sur l'attaque terroriste perpétrée le 20 novembre dernier contre l'hôtel Radisson ainsi que les mesures en cours ou envisagées par le gouvernement en vue de la sécurisation des populations et de leurs biens. À la fin de la rencontre, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Issaka Sidibé, a félicité le gouvernement pour la gestion sereine et rigoureuse de la crise, de même que nos forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme tout au long de l'intervention pour la neutralisation des terroristes. 8e édition du Forum international Peace and Sport. Ça se déroule à Monaco. La communauté mondiale des acteurs du sport et de la paix est réunie pour apporter leur contribution à la recherche de la paix par le sport. Parmi eux, notre première dame, Keita Aminata Maïga. La cérémonie d'ouverture des travaux était présidée par le prince Albert II de Monaco. C'est ce qui nous signale Dei Sissoko et Adama Kamara. La paix est en danger. Comment le sport peut-il l'aider? C'est le thème de cette 8e édition du Forum international Peace and Sport de Monaco. Un thème qui s'impose de lui-même dans un contexte de plus en plus marqué par la multiplication des actes terroristes, des conflits locaux, entre autres. Dans un tel contexte, la diversité du mouvement de la paix par le sport peut apporter une contribution utile et lancer des actions concertées et efficaces. C'est du moins la conviction profonde des participants qui ont tous eu une pensée pour le Mali qui vient de vivre une prise d'otage meurtrière. J'éprouve un immense plaisir à vous accueillir ici en principauté de Monaco pour la 8e édition du Forum international Peace and Sport. Toutefois, mon état d'esprit, comme le vôtre, sans aucun doute, est à la tristesse en raison des dramatiques événements qui ont touché le pays voisin et ami, la France, et aussi le Mali, avec lequel la principauté partage une communauté de destin. Ces effroyables événements sont aux antipodes des valeurs auxquelles nous sommes attachés et que véhicule le sport. Le sport a une capacité unique et extraordinaire de rassemblement des peuples, des communautés qui ont connu une situation de tension extrême, des populations ayant subi des conflits dramatiques. Cette attitude s'opère à tous les niveaux d'une société. Le sport a pu également apporter sa contribution à l'établissement et au maintien de la paix dans certaines régions du monde. Comme tous les peuples, le peuple gabonais se tient aux côtés du peuple malien dans ces moments de malheur. Le sport peut apporter une contribution significative à la paix et à la stabilité du monde. Chacun aura un mot d'encouragement pour le Mali en particulier et tous les pays touchés par le terrorisme en général. Pour Keita Aminata Maïga, ému par l'attachement affiché par les uns et les autres pour son pays, le sport est une voie sûre vers la paix. Nous savons que la barbarie recrute dans les couches pauvres, analphabètes, endoctrine des enfants incapables de discernement, à l'instar de ceux qui commirent le massacre odieux, dont l'hôtel Radisson Blu de Bamako a été le théâtre. Le sport, par son caractère rassembleur, constitue un vrai outil de dialogue intercommunautaire et de réconciliation. Pour symboliser leur engagement à passer par le sport pour gagner la paix, la première dame, le prince Albert II de Monaco et tous les participants ont marché symboliquement pour la paix aux couleurs de la paix, l'écharpe et le carton blanc pour dire stop aux violences. Pendant 3 jours, les participants au Forum Peace and Sport de Monaco vont réfléchir sur les initiatives et envisager le potentiel inexploité pour construire la paix par le sport.
Et juste après la cérémonie d'ouverture du 8e Forum international Peace and Sport, la première dame et tous les participants étaient les invités du prince Albert II de Monaco, cité au cours d'un dîner, un moment de convivialité qui a permis d'échanger et de partager autour de sujets d'actualité. Je vous rappelle que l'événement est organisé par Joël Bouzou, ancien champion français de pentathlon. Le Forum international Peace and Sport regroupe des sportifs, des décideurs politiques, des responsables d'ONG, entre autres participants. Notez aussi que la première dame, Keïta Aminata Maïga, a été reçue en audience par le prince Albert dans l'après-midi au Palais Royal. Une occasion pour le prince de réitérer son soutien au Mali dans les moments difficiles qu'il traverse. Dans 4 jours débutera au Mali le mois de la lutte contre le sida. Le président du Conseil économique, social et culturel, Boulkassou Maïdara, est le parrain de la 4e semaine de ce mois, une semaine consacrée à la promotion des droits humains. L'annonce a été faite cet après-midi par le président du Haut Conseil national de lutte contre le sida, Malik Sen. À l'issue d'une audience au micro de Ramata Konaté, Malik Sen nous donne plus de détails sur sa visite au CSE. D'abord, c'était une visite de courtoisie. Depuis qu'il a été nommé, je n'avais pas eu la chance de venir le voir. Mais aussi, c'est pour l'organisation du mois de lutte contre le VIH-Sida. Il est l'un des parrains du mois pour s'occuper de l'élément droit humain là-dedans. Nous avons des problèmes de stigmatisation et chaque année, nous avons un responsable des institutions de la République qui parraine la dernière semaine. Et cette année, c'est lui qui a été choisi par le comité d'organisation pour faire la diffusion, la promotion des droits humains dans le cadre de la lutte contre le sida. Séance de travail entre le ministre de l'Aménagement du territoire et de la population et le Fonds des Nations Unies pour la population. Le reportage est signé Nounou Sissoko. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA appuie le ministère de l'Aménagement du territoire et de la population à travers des programmes et projets. Cet appui va se poursuivre avec l'ouverture de nouveaux chantiers. Premièrement, ça sera le lancement de la situation du rapport sur la population et qui prendra cette année en compte les questions des jeunes et des adolescentes en situation humanitaire et en situation d'urgence. Un autre programme très important avec lequel nous travaillons avec le ministère de l'Aménagement territorial et de la population qui s'articule autour de l'autonomisation des femmes dans le cadre du dividende démographique qui est un projet avec la Banque mondiale de 40 millions de dollars. Ce fonds onusien au bénéfice de la population accompagne certaines structures dans l'exécution de leurs activités ainsi que dans la formation des ressources humaines. Actuellement, nous avons 2 grands axes à fortifier, c'est-à-dire la mise en œuvre de la politique nationale de population, dont nous allons passer avec l'appui technique et financier du FINIAP, à l'actualisation de la nouvelle politique de population du Mali. Les recensements de la population et de l'habitat sont réalisés par l'Institut et le principal bailleur, c'est l'UNFPA. En termes de renforcement des capacités aussi, tout ce qui est fait par l'homme et le renforcement des capacités aujourd'hui, l'UNFPA est en train de renforcer la capacité de tout le système, de tous les acteurs du système. D'abord en attribuant des bourses pour l'effort, parce que nous avons connu des années sans bourse, des candidats qui passent au concours sans bourse, et l'UNFPA nous a sorti cette épine en tout cas du pied. Le ministre de l'Aménagement du territoire et de la population a réitéré le soutien de l'UNFPA afin de mieux faire face aux questions de développement. Atelier sur la prise en compte du genre dans le désarmement et la réforme du secteur de la sécurité au Mali. La session de 2 jours est conjointement organisée par la Coalition nationale de la société civile pour la paix et la lutte contre la prolifération des armes légères et la munissement. Le compte-rendu de Moïse Traoré. Le Mali entre dans la phase de mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation signé les 15 mai et 20 juin 2015. Cela doit se concrétiser avec au moins 2 processus. Il s'agit du désarmement, démobilisation et réintégration DDR et de la réforme du secteur de la sécurité RS.
Au cours de cet atelier de 2 jours, il est procédé d'abord à la familiarisation avec les concepts DDR et RS avant l'identification des possibilités d'implication des femmes dans les 2 processus. L'économiste indien Amartya Singh, prix Nobel de la paix, a démontré il y a quelques années qu'un pays qui met à l'écart ses femmes perd 50% de son produit national brut. Vous avez une personne qui travaille pour 2 qui consomment, mathématiquement. Et on a vu que dans tous les conflits passés, les femmes ont payé le plus lourd tribut. D'abord, en tant que victime directe, en tant que mère des victimes, en tant que femme des victimes, en tant que sœur des victimes. Donc elles sont touchées 4 fois. Le désarmement et la réintégration des ex-combattants est à l'ordre du jour, tout comme la réintégration des femmes membres des anciens groupes armés. L'accent mis sur la sécurité des personnes s'explique par la conviction que seule la sécurité des peuples peut garantir la sécurité durable des États. Les participants sont une 50aine de membres d'organisations féminines maliennes et de représentants des forces de défense et de sécurité. Le cabinet Kumba Tamboura du Mali et Cognitique France se donne désormais la main pour la vulgarisation de la gamme fédérative au Mali. Il s'agit d'un nouvel outil informatique spécifique pour la gestion comptable. Pour plus de précision, écoutons le directeur chargé du développement de la société Cognitique. Il est au micro de Abdraman Maïga. L'objet de notre présence ici, c'est de renforcer les liens que nous avons avec le cabinet comptable Kumba Tamboura et la société Cognitique. La société Kumba Tamboura est devenue donc notre représentant et distributeur ici, et nous sommes présents pour renforcer nos liens et pour faire profiter tout le monde de notre savoir-faire en Afrique et puis de notre savoir-faire en termes de logiciels, de gestion, et de faire profiter également tout le monde de la venue de Madame So, justement, de sa représentation locale et du fait que quelque part nous ayons ensemble constitué, à mon avis, une solution qui fonctionne très bien. La solution, elle tourne autour de logiciels donc qui s'appelaient anciennement Chronos, Junon, Iris, Audicalc, qui ont évolué, qui sont maintenant la gamme fédérative des produits cognitiques. Ce sont des produits donc de comptabilité, de paye, de facturation, de gestion des stocks. Nous avons aussi développé un portail de relations entre les salariés et les ressources humaines. Ce portail est sur Internet, permet aux salariés de se connecter, on va dire, dans les bases de la ressource humaine à travers Internet, de consulter l'ensemble de ses bulletins de salaire, de pouvoir poser les demandes de congés, de pouvoir interagir en fait avec les RH, et toutes les informations qui sont mises à jour, toutes les informations indiquées par le salarié sont mises à jour dans les bases de données et profitent au système de paye. Le projet Initiative Pauvreté Environnement incite les collectivités territoriales des zones d'intervention d'intégrer les changements climatiques dans leur programme de développement économique, social et culturel. La question était au centre d'une rencontre organisée à l'intention des acteurs de la décentralisation de la commune de Sido dans le cercle de Bougouni. Envoyé spécial à Bougouni, Julie Marandiapaté et Agibou Koulibaly. Le Mali est dans une zone sahélienne. Toutes les communes sont donc soumises au phénomène du changement climatique à des niveaux différents selon leur localisation. C'est pourquoi la commune de Sido a été choisie comme l'une des communes test par le projet Initiative Pauvreté et Environnement pour l'intégration du changement climatique dans leur PDSEC, programme de développement économique, social et culturel. Il faut, dans le cadre de la décentralisation, renforcer ces collectivités de communes pour qu'elles comprennent que les actions anthropiques agissent fortement sur les ressources naturelles et l'environnement et contribuent fortement au réchauffement climatique. Donc les changements climatiques sont une réalité et nous sommes obligés de les informer pour que tout le monde aille dans le même sens et que les gens connaissent aussi
les mesures d'adaptation et d'atténuation des effets des changements climatiques. Pour les autorités communales de Sido, cette rencontre se tient à un moment décisif où tous les décideurs du monde se rencontreront à Paris pour réfléchir et de décider sur le changement climatique. Il est quand même aujourd'hui évident qu'aucun développement durable n'est possible sans tenir compte de ce changement climatique. Donc c'est une activité transversale qu'il faut réellement se doter pour être au rendez-vous du développement. La problématique des changements climatiques est au cœur des débats parce que nous sommes juste à la veille donc de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques prévue à Paris, qui est la COP21. Et aujourd'hui, on sait que la problématique, cette question, est une question de développement. Ce n'est plus une question d'environnement. Le projet Initiative Pauvreté et Environnement, initiateur de cette rencontre, a vu le jour en septembre 2005. Il cherche à appuyer le gouvernement à intégrer les liens entre pauvreté et environnement dans sa planification économique ainsi que dans ses processus de budgétisation et de prise de décision. Après Mopti et Gao, la région de Tombouctou prend connaissance du mandat et mission de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. La délégation s'est rendue dans la cité des 333 saints. Le reportage de Yéa Tandina. Aller dans l'épicentre de la crise à la rencontre des victimes, de la société civile et les populations en général pour expliquer le mandat et recueillir les contributions des communautés. C'est tout le sens de la présente rencontre de la commission Vérité, Justice et Réconciliation à Tombouctou. Il y a de grandes attentes de la part des victimes, de la part des différents acteurs, des associations, de la population vraiment de Tombouctou dans toute sa diversité. Tombouctou mais aussi les cercles qui composent Tombouctou. Il y a eu des débats très ouverts, très francs et je pense qu'à l'issue de ces débats, nous allons faire tirer le meilleur profit vraiment de tout ce que nous avons pu entendre et écouter aujourd'hui. Notre accompagnement ne fera pas défaut. Nous sommes là à tous pour vraiment les victimes, pour leur prise en charge globale. Les délégués venus des 5 cercles de la région ont été largement édifiés sur la composition de la CVJR, ses missions et ses attentes. Dans tous les cas, ce qu'ils sont en train de faire, ils le font pour le Mali, ils le font pour nos populations, qu'elles soient noires, blanches. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est pour toutes les populations que le travail doit être fait. Et à ce titre, on est là pour toutes les populations. Je réaffirme toute la disponibilité et l'engagement des autorités administratives et politiques de la région à être du processus dont la réussite est une étape importante de restauration d'une paix durable, du vivre ensemble et de la cohésion sociale dans notre région. Le président de la commission, en concluant, a donné l'assurance que les contributions et observations des participants seront prises en compte afin de réussir la lourde mission. Un mot des victimes de l'attentat perpétré au Radisson Blu vendredi dernier. Hier, vous l'avez suivi dans nos éditions, la nation a rendu un vibrant hommage aux Chinois ainsi qu'aux 5 employés de l'hôtel. Ce soir, elle s'incline devant la dépouille du maréchal de logis Moussa Sangaré, élément de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, malheureusement tué lors de l'attaque. Il a été conduit cet après-midi à sa dernière demeure au cimetière d'Ambalaya. Le maréchal de logis Moussa Sangaré a été élevé au grade de la croix de la valeur militaire à titre posthume. C'était en présence du chef suprême des armées, le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Le reportage de Boubacar Sissoko. Cette cérémonie funéraire avait 2 dimensions. L'une consacrée à la reconnaissance aux agents des forces de sécurité blessés lors de l'attaque des terroristes à l'hôtel Radisson Blu de Bamako le vendredi 20 novembre dernier. Ils ont tous eu la médaille des blessés. Au nom du président de la République et en considération de vos mérites, nous vous conférons la médaille des blessés. L'autre dimension est pleine d'émotions. Il s'agit de l'hommage rendu à celui qui a donné sa vie pour sauver des vies humaines lors de l'intervention des forces de sécurité contre les terroristes. Il se nomme le maréchal de logis Moussa Sangaré, affectueusement appelé numéro 1. Il a trouvé la mort lors de cette tragédie.
Toute la nation lui a rendu un violent hommage, à commencer par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Cher vaillant fils du Mali, ta jeunesse fauchée par des individus sans foi ni loi, ton sacrifice ultime pour la défense de la paix dans ton pays n'auront pas été en vain. Inch'Allah, ton beau pays triomphera de ce défi d'un nouveau temps que le criminel assoiffé de sang voudrait lui imposer. Merci, brave et courageux fils du Mali. Ton sacrifice servira à inspirer notre jeunesse. Dors en paix pour l'éternité. Ton père, Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces armées du Mali. Les chefs hiérarchiques du jeune gendarme de 24 ans n'ont pas tari de l'éloge. Comme l'a si bien dit Monseigneur Jean Gerbeau, archevêque de Bamako, à Tora Fasokola. Il est mort pour la patrie. Étant de service dans l'unité, le maréchal des logis Moussa Sangaré a été désigné pour prendre part à la mission d'intervention des forces de défense et de sécurité envoyé à l'hôtel Radisson Blu de Bamako pour mettre fin à une prise d'otage et neutraliser les ravisseurs. C'est au cours de l'assaut contre les terroristes que ce brave sous-officier a perdu la vie, les armes à la main, fidèle à son serment de défendre la patrie et de protéger les personnes et de leurs biens. Il convient de noter qu'en dépit du feu nourri des forcenés contre la position tenue par son groupe, le MDL Moussa Sangaré numéro 1 n'a aucun moment désobéi aux ordres donnés par son commandant de peloton dans le cadre de la manœuvre. Plutôt que de décrocher sans ordre, ce sous-officier s'est vaillamment battu jusqu'au sacrifice ultime, préférant ainsi offrir son âme pour le succès de l'opération engagée pour d'épargner plusieurs autres vies sérieusement menacées par les ravisseurs sans foi ni loi. Ses camarades retiennent son dynamisme, son sens élevé du devoir. Franchement, je garde de son dynamisme. En réalité, c'était un grand sportif. Il était respectueux, silencieux. Franchement dit. Le maréchal de logis Moussa Sangaré repose désormais au cimetière d'Amdalaï. Que son âme repose en paix. Amen. Au chapitre des messages de soutien par rapport à l'attentat du Radisson, nous avons ce soir pour l'ambassade de la République de Djibouti en Éthiopie, représentation permanente auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique, le président de la République bolivarienne du Venezuela, la République de Djibouti, le collectif des chefs de quartier de la commune 1 du district de Bamako et le collectif des associations de développement du Sahel occidental, l'association des commerçants ambulants du Mali, le Conseil national des personnes âgées du Mali, le secrétaire général de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI, l'association des bâtisseurs de la nation, l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux, l'association pour le progrès et le développement de la jeunesse de Logo Saboussiré à Bamako, le forum des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, plateforme nationale du Mali, tous condamnent avec la dernière rigueur l'attentat du Radisson Blu de Bamako, saluent la bravoure de nos forces de sécurité ainsi que des forces étrangères, invitent le gouvernement à poursuivre ses efforts de redynamisation de nos forces de défense, exhortent le peuple malien de rester fort et vigilant, présentent leurs condoléances les plus attristées aux familles des victimes, souhaitent prompt rétablissement aux blessés. À Gao, l'ONG Vibon vient d'initier une rencontre avec les acteurs des communes bénéficiaires du programme de reconstruction socio-économique de réintégration des populations réfugiées et de la prévention de nouveaux conflits dans les régions frontalières du Nord, Mali, Niger. Boubacar Babli Touré pour les détails. Le programme de développement NER 2942, consacré à la reconstruction socio-économique, la réintégration des populations réfugiées et prévention de nouveaux conflits dans les régions frontalières Nord Mali-Niger, initialement prévu pour 3 ans, a été prorogé pour 5 ans.
C'est pour informer les leaders de ces communes bénéficiaires sur ce changement et les actions futures du dit projet que l'ONG Vibonne, initiatrice du projet, a organisé cette rencontre. Cette cérémonie n'est pas une tribune de jugement, mais plutôt celle de la construction objective pour mieux servir. Nous souhaitons déceler avec franchise nos erreurs, nos insuffisances et définir avec vous les cibles les plus vulnérables pour l'avenir de ce projet. Cette rencontre a permis aux responsables de Vibonne, après une année d'exécution du programme, de procéder en compagnie des acteurs concernés à une auto-évaluation. Cet exercice a porté sur les réalisations du programme qui ont touché divers domaines, à savoir la santé, l'éducation, la pêche, l'agriculture, l'élevage, la consolidation de la paix, entre autres. Toutes ces réalisations ont coûté la bagatelle somme de plus de 219 millions de francs CFA à l'ONG et ses partenaires financiers que sont BMZ, Care Allemagne et Aide Tamat du Niger. Votre zone d'intervention, certes, est révélatrice d'un grand espoir. Elle s'étend le long du fleuve Niger dans les communes de Gao, Gabero, Gouzouré, Bara, Ansongo et Boura. Et pourtant, les autres communes sont aussi à nécessité, notamment Menaka, Bourem, Sonia Liber, Talatay, Tinama et Tessit. Nous osons espérer que votre programme en tiendra compte. Cette journée a été mise à profit pour faire des dons en vivres aux veuves et orphelins des anciens combattants et à l'Union malienne des aveugles de la cité des Askia. En deuxième région, l'ambassade du Royaume de Belgique et le ministre des Affaires étrangères du Mali a organisé une réunion à l'intention des services techniques de Kouloukoro et c'est Pays Makouni qui nous en parle. La coopération entre la Belgique et le Mali se fortifie à travers le programme intermédiaire de coopération entre les deux pays. L'ambassade du Royaume de Belgique et le ministère des Affaires étrangères du Mali échangent avec les services techniques de Koulikoro sur la mise en œuvre efficace de ce programme qui s'articule autour de certains axes de développement dont la décentralisation. Renforcement décentralisé des administrations et deuxième secteur, le développement rural avec un accent sur l'élevage et pêche, surtout ici à Koulikoro, l'élevage et sécurité alimentaire. Ce sont, disons, les deux grands axes. Nous proposons que le gouvernement local aussi attache d'importance au genre, qui est très important pour nous, pour la Belgique, mais aussi pour le Mali, nous le savons, et aussi un souci pour les ressources naturelles. La Belgique, à travers ce nouveau programme, veut se focaliser davantage sur la région de Koulikoro, en créant une certaine synergie entre les projets déjà existants. Ils veulent que les acteurs bénéficient directement de renforcement des capacités. Koulikoro est une zone de forte concentration de la coopération Mali-Belgique. Ce facteur favorise le développement de la région à travers la décentralisation et la lutte contre l'insécurité alimentaire. World Vision et la Fondation Aga Khan ont procédé à la tenue de la 3e session du comité régional d'orientation du projet d'amélioration de l'accès aux services d'éducation de qualité. Et on fait le point avec Aminata Touré. Cette 3e session du comité d'orientation régionale du projet d'amélioration de l'accès aux services d'éducation de qualité PASEC-MOPTI se veut un cadre d'échange entre les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. Il s'agit pour les acteurs d'analyser et de formuler des ajustements sur les rapports et les planifications des activités du projet en vue d'améliorer sa performance. Le PASEC est un projet qui vient en appui aux immenses efforts consentis par le gouvernement du Mali à travers son ministère de l'Éducation et ses différents démembrements au niveau régional et local. Sa réussite dépendra du niveau d'implication et d'engagement des différents acteurs concernés. Je peux affirmer aujourd'hui que le projet PASEC, qui intervient dans les 3 caps de Djéné, Mopti et Sofara dans notre académie, a atteint présentement sa vitesse de croisière. Les différentes présentations ont permis aux uns ou aux autres d'être mieux vérifiés sur les progrès réalisés au cours du 2e semestre 2015 et le plan d'action de l'année 2016. À travers ces 3 composantes, axées sur la qualité, l'accès et le maintien et la gouvernance, PASEC vient sans nul doute en soutien au plan intérimaire de l'éducation et par là au renforcement des acquis du PRODEC. Le PASEC est une initiative d'amélioration de la qualité des enseignements
apprentissage au préscolaire et primaire, financé par le gouvernement canadien. Il est mis en œuvre par un consortium d'ONG internationales dont World Vision et la Fondation Aga Khan pour la région de Mopti. Nous voilà à la fin de ce journal. C'était un réel plaisir de vous le présenter tout à l'heure. Le JT des formations avec Mohamed Ould Mamouni. Demain, 10h, 13h, retrouvez Khadija Toukone et Aoui Touré prendra le relais dans les éditions du soir. Je vous souhaite une excellente nuit. Grand merci à nos téléspectateurs de Sanga, Kourou et Badjangara. C'est au Mali. Bonsoir à tous.